va y avoir en marge de ce sommet mondial de l'alimentation un contre-sommet qui va être mis en place par ce mouvement social qui deviendra Via Campesina et où le concept de souveraineté alimentaire va devenir disons, la façon de poser des questions. Mais là encore, vous voyez bien, ce concept de souveraineté alimentaire, il se décale pour poser la question à partir des petits producteurs, c'est-à-dire ceux qui sont les plus précaires, ceux qui produisent et qui n'arrivent même pas à se nourrir, dans cette grande arène publique qui est celle de la sécurité alimentaire mondiale. Voilà. Et c'est aussi de ça que naît ce courant euh, alimentation durable qui va s'appuyer à la fois sur, disons, sur des mouvements, des ONG qui travaillent autour de la question du développement dans les pays du Sud en particulier, et qui vont être soutenus évidemment par un certain nombre de chercheurs et de chercheuses, et qui va, en gros, faire ce pas de côté qui est quand même énorme, qui est celui de dire, à partir de maintenant, ça serait intéressant qu'on pose les questions en termes de système alimentaire, à savoir l'ensemble des activités qui sont nécessaires pour que les êtres humains puissent se nourrir. Et les êtres humains, ils peuvent se nourrir parce qu'il y a de la production agricole, on est bien d'accord, mais il n'y a pas que ça. Il y a la question de la transformation de ces produits. Et il y a la question de la distribution et de la logistique autour de ces produits et la question de la consommation. Voilà. Et donc, cette définition, en gros, alors, c'est vrai qu'on est, on est en 2020, alors on refabrique un petit peu l'histoire, hein, parce que les choses se sont faites, vous vous en doutez bien, par des morceaux de puzzle qui se rassemblent petit à petit. Mais dans cette idée d'alimentation durable, ce qu'il faut comprendre, c'est que le regard est un regard systémique. Donc, on prend ensemble ces 4 activités dont je viens de vous parler, on ne les segmente pas et on n'attrape pas les choses que par la production agricole. Voilà, c'est assez fondamental. Il va y avoir, je dirais, dans un mouvement latéral, hein, à cette montée de ces courants dont je suis en train de vous parler, un mouvement porté par les sciences de la nutrition, hein, qui vont commencer à développer un discours autour de l'alimentation nutritionnellement correcte, bonne, enfin tout ce que vous devez connaître sur ce genre de choses. Et une partie de ces sciences de la nutrition vont venir soutenir ce mouvement autour de l'alimentation durable. Voilà. Et donc, on arrive au 21e siècle avec ça, hein, avec ce courant, avec ce mouvement, avec ce déplacement qui est en train de se faire. Et qui va du coup poser les questions un peu différemment. Alors, en contrepoint de la sécurité alimentaire, il y a la question de l'insécurité alimentaire. Donc, l'insécurité alimentaire, c'est quoi? Eh bien, c'est en gros le fait de ne pas être en sécurité alimentaire, c'est celle d'être sur une expérience physique de la faim. Alors, de la faim à divers degrés, hein, c'est-à-dire pas seulement la faim comme on a pu l'avoir dans des grandes campagnes de soutien à des pays du Sud, c'est la faim aussi comme moment où on saute un repas ou des choses comme ça. Et autour de cette façon de parler de la faim, on va petit à petit parler de malnutrition, sous-nutrition, etc., etc. C'est-à-dire que l'apport des sciences de la nutrition là-dessus vont ramener des figures un peu différentes des problèmes liés à l'alimentation. Donc, c'est comme ça qu'il faut comprendre la sécurité alimentaire. Et ces concepts de sécurité, insécurité alimentaire à l'échelle internationale, ils sont essentiellement portés par des ONG, des associations, des chercheurs qui travaillent sur la question du développement et sur la question des problèmes de santé liés à la mauvaise alimentation. Voilà. Donc, ce discours-là, il va être repris dans pas mal de pays. Ce qui, sauf que pour nous, en France, on est dans une histoire un peu différente. Alors, de toute façon, dans les pays du Nord, les questions se posent un peu différemment, mais disons que les communautés qui portent ces questions autour de l'insécurité alimentaire, on va les retrouver de façon assez identique dans leur construction dans les pays du Nord. Voilà. Sauf que nous, en France, on a une histoire un peu différente.
La première chose, c'est que nous, dans le milieu des années 80, on va avoir, donc, à travers les premiers effets de la crise, cette construction de la filière de l'aide alimentaire telle qu'on la connaît aujourd'hui. Hein, donc, à travers, d'une part, la création des Restos du Cœur et d'autre part, la Fédération française des banques alimentaires. Voilà, c'est le milieu des années 80. Ça met en place un début de structuration d'une filière. Et donc, à la fin des années 80, Jacques Delors, qui est président de la Commission européenne, va reprendre cette proposition franco-française et installer à partir de là, à l'échelle européenne, la filière de l'aide alimentaire. Donc, c'est là que va se mettre en place le premier programme qui va financer l'aide alimentaire à l'échelle de tous les pays. Donc, la France a cette particularité d'avoir largement inspiré l'aide alimentaire en Europe. Les autres pays européens vont calquer leur modèle d'aide alimentaire sur celui que nous aurons mis en place. En sachant que pour nous, mettre en place une filière comme ça correspond évidemment au système agricole dans lequel on est, au système productiviste dans lequel on est, et le besoin pour ce système, finalement, de recycler de façon très institutionnalisée sa surproduction. Donc, c'est comme ça que ce système va se construire, avec une position de l'État français, qui est celle de sous-traiter au secteur caritatif la question de l'accès à l'alimentation des familles et des personnes à petit budget par le biais d'un accès à des produits alimentaires. Voilà. Donc, évidemment, dans notre culture qui est un peu ancienne sur ces questions-là, ça nous paraît complètement normal de résoudre la question de l'accès à l'alimentation par ce biais-là, parce qu'il y a toute cette histoire. Donc, on reste, nous, avec notre filière, notre façon de parler de l'aide alimentaire, etc. Et puis, il va y avoir la crise de 2008. Et la crise de 2008, elle va bouleverser pas mal de choses. Alors, bien sûr, dans les pays du Sud qui vont se retrouver avec des problèmes, surtout liés à des problèmes de distribution et de logistique plus que d'approvisionnement. Mais ça a un effet aussi chez nous par une espèce de dramatisation de la situation qui va médiatiser et mettre en scène le problème de financement de l'aide alimentaire européenne. En effet, il y a une plainte qui est déposée par l'Allemagne qui attaque sur quelque chose de précis, qui dit le financement de l'aide alimentaire est niché dans la PAC et c'est donc une forme de concurrence au marché agricole international. Le tribunal européen va statuer sur le fait de dire que oui, on n'a pas le droit d'avoir un financement de cet ordre-là dans la PAC, et donc va basculer ce financement dans le cadre du Fonds social. Et vous savez que l'Europe n'a pas de politique commune sur le plan social. Chaque pays met en place la politique sociale qu'il veut. Et donc, ce financement autour de l'aide alimentaire va être géré dans ces conditions-là. Et donc, au moment où il y a toutes ces choses qui se passent en termes de plaintes, etc., les Restos du Cœur, les banques alimentaires, la Croix-Rouge et le Secours populaire alertent sur le fait qu'ils vont peut-être se retrouver sans financement. Donc, il y a une médiatisation qui s'appuie sur cette dramaturgie de la crise de 2008 et qui met en scène le besoin absolu, etc. Et je veux dire, à ce moment-là, on n'arrive pas à faire entendre que peut-être il y a d'autres solutions, mais en tout cas, c'est inaudible. Et la seule proposition qui est renforcée, qui semble renforcer de ça, c'est de dire, finalement, l'aide alimentaire, c'est une bonne chose pour répondre aux problèmes d'inégalité sociale. Voilà. Et dans la foulée de ce moment-là, on va avoir la première loi de modernisation de l'agriculture en 2010. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit la profession agricole qui rapatrie finalement dans son escarcelle l'aide alimentaire. Donc l'aide alimentaire est vraiment considérée comme une activité agricole. Bon, je vais m'arrêter là parce que sinon je sens que je vais
dépasser le temps, mais c'est tout simplement pour vous dire que les choses se mettent en place dans une logique de combat politique autour, en gros, de l'idée d'un accès à l'alimentation qui ne peut être pensé que par le modèle institutionnalisé qui est celui de l'aide alimentaire. Et ça va assez loin, hein, puisque pour les opérateurs de l'aide alimentaire, qui petit à petit reprennent une partie des travaux qu'on a pu faire sur le droit à l'alimentation. Aujourd'hui, vous allez les entendre parler du droit à l'alimentation et laisser l'ensemble de la population dans une confusion qui serait de penser que le droit à l'alimentation, c'est l'aide alimentaire pour les pauvres. Donc, si on reparle de démocratie alimentaire, qu'est-ce que nous, on y met derrière? Eh bien, derrière, on y met vraiment cette idée qu'il y a des propositions possibles qui soient différentes de celles de cette aide alimentaire. Et moi, j'ai beaucoup travaillé sur la question de la précarité, j'ai suivi énormément d'initiatives et je me rends compte aujourd'hui que c'est une des impasses. C'est-à-dire que si on reste à aborder cette question d'accès à l'alimentation par le biais de la précarité alimentaire, et en plus, j'ai participé, je fais partie des chercheurs qui ont participé aux États généraux de l'alimentation et qui ont fait en sorte que dans la bataille sémantique, la question soit plutôt posée en termes de précarité alimentaire plutôt qu'insécurité alimentaire. Donc voilà. Et je me rends compte aujourd'hui que c'est une impasse. C'est-à-dire que je pense que si on reste sur une vision qui doit passer par la question de voir comment on traite la réponse pour les gens qui ont des petits budgets, on va tomber dans ce qui est en train de se passer d'ailleurs, parce que du coup, le Covid accélère les choses, c'est-à-dire une modernisation de l'aide alimentaire. Voilà. On va trouver des solutions pour que les gens ils mangent des paniers, des machins, des trucs, mais surtout, on ne va pas du tout remettre en question le fait qu'on leur laisse le fait d'accéder à l'alimentation dans des trucs extrêmement normés, balisés par des associations, par de l'intermédiation, etc., etc., en sachant que dans cette filière telle qu'on l'installe et cette façon de normer l'accès à l'alimentation, ce qu'on ne dit pas, c'est qu'on est dans un rapport de classe épouvantable, quoi. Et qu'on est dans une situation de condescendance et de mépris social vis-à-vis d'une partie de la population, c'est-à-dire quand même 6 millions de personnes, vis-à-vis desquelles on a à la fois le fait de penser qu'ils ne savent pas faire la cuisine, ne savent pas faire leurs courses, et surtout, ils ne peuvent pas y accéder comme ils veulent, alors on norme leur façon d'accéder. Donc, la période actuelle, elle est extrêmement importante et intéressante dans la mesure où on pourrait aussi participer à faire exploser ces visions-là, à pouvoir ramener la question de l'alimentation dans ce qu'elle est, c'est-à-dire à savoir un marqueur social qui vient parler de rapports de force. Et d'ailleurs, on a vu pendant le premier confinement comment un certain nombre d'associations extrêmement militantes dans les quartiers populaires se sont emparées de l'alimentation comme outil politique, mais sans poser la question quand même des conditions d'accès. Et donc, on est dans une période où ça vaut le coup d'essayer de regarder tout ça et de ne pas se laisser, aveugler par le fait qu'on pourrait répondre par des dispositifs dits de justice alimentaire. Et ça nous dédouanerait de poser la question de la démocratie, à savoir comment on décide tous de reprendre la main sur les systèmes et les filières qu'on choisit pour accéder à l'alimentation. Voilà, je pense que j'ai tenu le temps. C'est parfait. Alors, je suis chargée de lire les questions ou les remarques qui seraient apportées dans la conversation. N'hésitez pas aussi à les formuler si vous en avez à cet endroit. Donc, je les découvre parce qu'il y a 2 minutes, il n'y en avait pas. Ouais. Et maintenant, il y en a plein. Quoi, il y en a plusieurs. Il y a une demande de définition du terme justice alimentaire. Peut-être qu'on peut commencer par là.
Ouais, ben moi, ça m'intéresserait de savoir quelle est la vôtre là-dessus. Donc, je serais très intéressée par entendre ce que les uns et les autres pensent. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la justice alimentaire, c'est beaucoup d'actions collectives qui se mettent en place à travers des potagers, enfin, tout ce que vous pouvez imaginer de ce type-là. Et c'est surtout la façon dont l'État applique cette question de la justice à travers des programmes ou une forme institutionnalisée de ces questions de justice. La justice, alors, je crois que dans la Direction générale de la cohésion sociale, elle parle de justice sociale plutôt que de justice alimentaire, il me semble. Mais la justice alimentaire, c'est plutôt l'action. Voilà, les actions qui vont concourir à travailler sur l'égalité d'accès à l'alimentation et qui va évidemment, les 3/4 du temps, plutôt s'orienter vers les populations à petit budget. C'est un concept qui vient des États-Unis. Donc, c'est aussi important de comprendre, on n'appartient pas à la même culture démocratique sur les États-Unis. Ce sont les actions, en particulier autour des questions de justice, qui permettent de faire de la jurisprudence. Et nous, chez nous, c'est l'inverse. C'est-à-dire, nous, c'est parce qu'on a une loi qu'on applique, qu'on fait évoluer un certain nombre de pratiques, et en particulier de choses qu'on mettrait dans l'escarcelle de justice. Ce qui veut dire clairement que dans la situation actuelle aujourd'hui, où on a des dizaines et des dizaines, qu'est-ce que je dis, des dizaines, des centaines et des centaines d'initiatives sur toute la France, vous voyez bien que ce n'est pas parce qu'on a ces centaines et ces milliers d'initiatives qu'on arrive à faire changer les choses. Voilà. Parce que le cadre de la loi, lui, par contre, il n'est pas très ouvert pour l'instant à penser les choses en termes de démocratie. Alors, je reprends par rapport aux questions. Il y en a deux types. Il y en a un qui si on peut repartir concernant les lois et le cadre de l'organisation de l'aide alimentaire au niveau européen. Et donc, il y a une demande. Alors, il y a une petite précision de quelqu'un d'Ariane, qui dit avec le nouveau budget du FEAD pour 2021-2027, en tout cas, il y a 869 millions d'euros pour la France pour la période, soit plus de 48% par rapport à la période précédente. Le modèle dominant porté par les 4 associations bénéficiaires de l'aide au niveau national a été conforté. Oui, tout à fait. Et donc ça, c'est un apport. Et du coup, est-ce que vous pourriez repréciser le lien entre le financement de l'aide alimentaire et de la PAC ? Voilà, il y a une autre question qui va dans ce sens au niveau européen. Puis après, on reviendra plus près en France aussi. D'accord. Mais c'est parce que quand la filière de l'aide alimentaire s'est mise en place, donc par le biais des Restos du Cœur, l'idée, c'était d'utiliser les surplus de l'Europe pour alimenter cette filière de l'aide alimentaire. Voilà. Et donc, c'était directement lié à la politique agricole commune. Et puis, rapidement, des surplus, il n'y en a plus. Donc, ça s'est converti en argent. Et c'était 0,5% du budget de la PAC qui servait à acheter des produits pour l'aide alimentaire. Et c'est ça qui a été remis en cause et qui a été renvoyé vers le FSE, le Fonds social européen. Donc, il n'y a pas de lien aujourd'hui avec la PAC. Il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Voilà. Il n'y en a plus. Et le lien entre le Fonds social européen et le FEAD, c'est que le FEAD est géré par le FSE. Voilà. Je pense que c'est des éléments de… Donc, ça veut dire que l'aide alimentaire, c'est très clairement considéré comme de l'action sociale. Donc, très clairement, en direction des populations pauvres et en difficulté. Donc, on est dans cette espèce de vision néolibérale de la justice qui consiste à catégoriser des populations. Bon, et je veux dire, sur les histoires d'aide alimentaire, ce qui est quand même dingue, c'est que en moins de 10 ans, le chiffre, il a plus que doublé. Alors, je parle même avant le Covid.
avant la période de Covid. Ça veut dire que finalement, ça semble normal dans un pays comme la France qu'on assigne 6 millions de personnes à accéder à l'alimentation de cette façon-là. Et en plus, on se glorifie en disant, mais nous, on a de l'action sociale, on répond aux gens, on leur donne la possibilité. D'ailleurs, on a des super assos qui font très bien le travail, ce qui est vrai d'ailleurs. Ils font très bien leur boulot, ce n'est pas le problème. Mais c'est le modèle qui est proposé. C'est-à-dire que ça paraît normal à tout le monde qu'on fasse comme ça. Alors, les questions qui viennent, pour vous, dans vos travaux, comment repenser l'action ce sujet sans passer par l'aide alimentaire? Quel autre modèle y en a-t-il dans d'autres pays? Et voilà, il y en a plusieurs qui vont dans ce sens. Comment agir? Comment à la fois sortir du modèle actuel tout en fédérant les initiatives locales? Comment sortir du caritatif? Voilà, selon… Ça, c'est aussi parce que on a vu tout ça et qu'on a pris conscience de ça, qu'on est rentré dans cette proposition de sécurité sociale de l'alimentation. Hein. Donc, certes, la sécurité sociale de l'alimentation, on ne va pas attendre l'aube du grand jour pour y arriver. Donc ça veut dire aussi que c'est maintenant qu'il faut travailler là-dessus. Bon, c'était déjà avant, hein, parce qu'il y a quand même un certain nombre d'initiatives qui ont travaillé sur ces questions-là déjà depuis un petit moment. Mais moi, je pense que ce qui compte, pour l'instant, ce qu'il faut se dire, c'est que quels que soient les choix qui sont faits, même y compris ceux qui vont être sur le modèle caritatif, hein, même les AMAP qui vont décider de donner leur surplus à l'épicerie sociale, etc. Le principal, c'est que quand même politiquement, on soit conscient qu'en faisant ça, on reste dans le choix franco-français qui a été fait de sous-traiter cette question-là au caritatif et qu'on ne fait que moderniser cette filière-là. Voilà. Alors, pour l'instant, on n'a pas les moyens, ni politiques, d'une part, ni en termes de rapport de force, pour aller vers une proposition d'accès qui ne serait pas celle-là. Mais en tout cas, je pense que déjà, s'il y a cette prise de conscience qu'on fait ça, parce que pour l'instant, c'est ce qu'on peut faire, mais on le fait avec un projet qui est celui de la question de la démocratie alimentaire, ça change quand même pas mal de choses. C'est-à-dire qu'on ne reste pas piégé dans le fait de se dire que c'est ça qu'il faut faire. Alors, Geneviève, maître du temps, que nous reste-t-il? Sachant qu'on continue après, hein, mais c'est pour cerner un petit peu… Je n'ai pas réagi parce qu'il nous reste encore une dizaine de minutes. Donc, on peut encore prendre quelques questions. Moi, j'en ai… enfin, non, je ne peux pas la poser en live. Si, je vais la mettre dans le pad. Bon, ok, super. Donc, il y a d'autres questions. Il y en a une qui est aussi très pragmatique, très concrète. Les personnes en situation de précarité alimentaire ont-elles la possibilité de cuisiner, notamment les légumes chez elles, surtout si elles n'ont pas de chez elles? Voilà, se poser la question. Non, mais moi, je fais une différence. Moi, je fais une différence entre… voilà, ça fait partie aussi des trucs dans lesquels on se fait piéger. Bon, moi, j'ai mis aussi du temps à comprendre. Hein. C'est que la représentation qu'on a sur les gens qui vont à l'aide alimentaire, c'est celle-là. Voilà, des gens de la rue, des gens qui habitent dans des conditions difficiles pour se faire à manger, les gens qui sont dans les hôtels, etc. Ces personnes-là, c'est entre 500 et 600 000 personnes. Donc, c'est vrai que pour celles-là, pour l'instant, il n'y a pas d'autre réponse que de leur donner la possibilité d'accéder à des repas préparés ou des choses de cet ordre-là. Mais ça n'empêche pas qu'on peut le faire dans des conditions qui soient dignes quand même. Hein. Donc, ça, c'est la première chose. Mais ça veut dire qu'on a 5 millions de personnes, 6 millions de personnes qui ne sont pas dans ces conditions-là. Et donc, qui peuvent tout à fait cuisiner chez elles. Il n'y a pas de problème, quoi. Enfin, je veux dire, ce n'est pas le problème pour eux. Et on le voit bien à travers des initiatives comme ce que fait VRAC, par exemple, hein, c'est-à-dire des groupements d'achat avec les gens, ou tous les petits groupements d'achat qui existent
à partir de centres sociaux, il y en a de plus en plus un peu sur tout le territoire, où c'est des gens à petit budget. Hein. Bon, mais ils se mettent ensemble pour acheter un certain nombre de produits. Donc, voilà, il y a des réponses de cet ordre-là qui sont quand même beaucoup plus intéressantes, parce que les gens choisissent. Et il y a des formes d'apprentissage collectif aussi qui se font sur le fait de peut-être manger autrement ou des choses de cet ordre-là. Donc, je prends l'exemple de Vrac parce que c'est celui qui est le plus sur lequel il y a le plus de communication aujourd'hui. Mais on voit bien que la réponse, c'est pas une distribution d'aide alimentaire, quoi. Hein. Et je pense une grande partie des gens qui vont à Vrac sont des gens qui, certainement dans la situation actuelle, seraient renvoyés vers l'aide alimentaire. Hein. Donc, on a aussi ce problème de méconnaissance de la question. Et puis, pour moi, il y a aussi un obstacle majeur qui est celui des prescripteurs de l'aide alimentaire, à savoir l'ensemble des travailleurs sociaux, des travailleuses sociales et l'ensemble des bénévoles dans les associations. Hein. Je veux dire, ils font de la prescription d'aide alimentaire avec des bonnes intentions. Hein. Ils ne le font pas avec des mauvaises intentions. Mais ils sont pris aussi dans cette machine institutionnalisée qui est celle de rendre captif une partie de la population dans ce mode d'accès à l'alimentation. Alors, je commente un petit peu, mais c'est vrai qu'en même temps, il y a des réactions. Ça va dans beaucoup de directions. Les questions, c'est pas toujours évident à suivre. C'est la première fois que je fais cet exercice. Hein, donc, par où reprendre Bon, bah, y a quelqu'un qui pose pour rebondir, parce que peut-être, voilà, il y a quelqu'un une Françoise qui dit: j'ai du mal à voir pourquoi un groupement d'achat serait plus démocratique que de permettre à des habitants d'intégrer une AMAP. Ça, oui, très clairement, oui. Tout simplement parce que le groupement d'achat, il surfe sur, comment dire, sur une histoire un peu inconsciente, hein, qui est celle du regroupement des habitants pour acheter des choses. Et ça, c'est comme ça depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Donc, il y a une longue histoire des groupements d'achat. Ce n'est pas une histoire nouvelle. Les AMAP, c'est quand même quelque chose de plus récent. Et dans l'imaginaire de beaucoup de gens, c'est un mode d'accès, en particulier via des produits frais, qui appartient essentiellement à une classe sociale plus bourgeoise. D'ailleurs, les gens le disent. Pardon. Et c'est clair que cet imaginaire-là, il est présent. Voilà. Moi, je pense que ça fait partie des formes qui sont liées aussi à notre histoire. Je pense que ça nous amènera vers l'objet des échanges qu'on va vous proposer avec justement pour mettre le doigt sur les questions et en AMAP, finalement, qu'est-ce qui se passe, même s'il y a autour de la table des gens qui ne sont pas forcément AMAPiens, mais peut-être que tout le monde l'est, je ne sais pas. Et puis je suppose que dans… après, juste pour dire qu'il y a aussi mais il y a déjà aussi des témoignages de personnes qui font des choses au sein d'AMAP. Enfin bon, voilà, du coup, j'ai l'impression qu'il y a peut-être l'enjeu d'aller creuser là-dessus, mais plus dans un temps qu'on propose de mieux encadrer que mes petites réactions que je partage avec vous là tout de suite. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ouh là là. Oui, peut-être on peut passer au champ des échanges, à moins qu'il y a des personnes qui avaient exprimé et que je n'ai pas forcément bien compris. François, tu disais, est-ce qu'avec les outils numériques du type application Too Good To Go, le modèle de l'aide est encore plus conforté, mais je ne sais pas si c'est vraiment… voilà, peut-être la question du numérique dans tout ça. Mais là, on va avoir… alors, je veux dire, la question du numérique, bon, c'est clair, hein, il y a
c'est c'est une segmentation de la population, d'abord d'un point de vue générationnel, ça c'est clair. C'est-à-dire que c'est plus les jeunes qu'on va retrouver là-dedans. C'est plus les jeunes urbains qu'on va retrouver dans l'utilisation, y compris des jeunes urbains précaires. D'ailleurs que c'est pas parce que… je veux dire, la question de la précarité, elle est quand même largement partagée avec une partie de la jeunesse aujourd'hui. Bon, donc mais ça va être… moi, je ne sais pas comment vous connaissez un peu certaines personnes qui utilisent ces applications, mais moi, ce que je connais, c'est des gens qui se posent des questions sur le système alimentaire. Hein. Donc, c'est des gens qui ont complètement conscience de la situation et qui, par le biais de ces applications, cherchent des formes d'intervention sur le système alimentaire. Donc, pour moi, ce n'est pas forcément… c'est pas forcément une caution sur l'aide alimentaire pour l'aide alimentaire, mais on voit bien qu'il c'est pas la même population. Et juste pour, parce que je crois que j'en ai oublié quelques-unes quand même, et je suis désolée, hein, je pense que j'en ai oublié plus qu'une peut-être, mais pour revenir, et avant qu'on repasse et nous dans nos initiatives locales, qu'est-ce que qu'on rentre dans les échanges, il y avait une question autour de la banque alimentaire. Donc là, on refait un bond en arrière dans nos échanges sur, voilà, lorsque la Banque alimentaire parle de produits de l'Europe, qu'est-ce qui se cache derrière et quelle influence sur nos systèmes agricoles paysans? Non, mais attendez, là, les produits européens, c'est les produits du système productiviste agro-industriel. Hein. Donc, la question des systèmes paysans, alors là, elle est à des années-lumière. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Et d'ailleurs, le financement du Fonds européen, il est basé là-dessus. Il est basé sur des marchés où on récupère des produits au coût le plus bas, avec de plus en plus un travail sur l'équilibre nutritionnel. Mais dans cette vision aussi de nutritionnalisation de l'alimentation, c'est-à-dire que du coup, on va vous justifier que vous pouvez manger une boîte de sardines, de la polenta et puis des poires au sirop. Voilà, et c'est ça qu'on va vous proposer comme repas, 5 jours, 10 jours, etc. Voilà, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est complètement aligné sur le système agro-industriel. Bon, et la banque alimentaire, c'est un dispositif logistique. Hein. C'est un dispositif qui récupère des produits et qui doit les sortir. C'est-à-dire qu'il doit y avoir un flux. Ce qui veut dire concrètement qu'il faut des gens derrière pour manger ce qui rentre. Hein. Et s'il n'y a pas de monde ou s'il n'y a pas d'association pour récupérer les produits, ça se stocke dans ce dispositif logistique qui n'est pensé que pour du flux. Et donc, ça veut dire aussi que là, on a un paquet de bénévoles qui se tapent du tri. Hein. Donc, du tri, du travail. Donc, vous voyez, la filière de l'aide alimentaire, c'est un peu plus d'1 milliard par an et qui est basée sur du travail gratuit, sur de la gestion d'une partie de la surproduction. Et je veux dire, les banques alimentaires, quand elles font ce tri et qu'elles doivent jeter des choses, c'est elles qui se payent la gestion des déchets. Hein. Ce n'est pas l'agro-industrie. Hein. Donc, il y a un déplacement aussi des responsabilités qui se fait dans cette filière-là. Merci. Je vais peut-être passer la parole à Bénédicte qui va lancer les échanges. Oui. Alors, ce qu'on se disait qui serait intéressant, c'est de proposer maintenant 2 temps d'échange sur le lien qui peut être fait entre tout ce qui a été dit et les AMAP. Et du coup, de commencer par un premier temps sur qu'est-ce que les AMAP ont apporté à la démocratie alimentaire depuis 20 ans qu'elles existent. Et puis, quels sont un peu aussi les freins qu'on a pu constater sur ces 20 ans d'existence. Et du coup, Marc, si tu veux bien aussi nous proposer ta perception des choses, toi qui as investi dans les AMAP depuis le tout début. Et puis ensuite, on pourra peut-être redonner la parole à Dominique. Et puis ce que je vous propose, c'est que si vous souhaitez intervenir à ce moment-là pour donner votre position, et pas forcément des questions, mais vraiment si vous avez aussi votre position à partager,
vous pouvez écrire parole dans le chat et comme ça, on verra qui a envie de parler et on pourra vous donner la parole. Voilà. Marc? Oui, bonjour. Avant d'intervenir, je me présente rapidement parce que c'est important en cohérence avec ce que j'ai dit. Donc, j'ai été en fin des années 90 membre d'Attaque et donc j'ai participé à la création de la première AMAP. Et donc, j'ai présidé pendant un certain nombre d'années le réseau des AMAP de Provence. J'ai été cofondateur en 2010 de Miramap et porte-parole pendant, je crois, 2 ans. Donc, j'ai été également très investi dans la construction d'un supermarché coopératif à Marseille. Enfin, je crois que c'est la seconde casquette aussi importante. J'ai piloté une étude, le rapport est sorti le 1er octobre 2020, qui a été réalisée par le Labo de l'économie sociale et solidaire et qui est nommé « Agir contre la précarité alimentaire en favorisant l'accès de toutes et de tous à une alimentation de qualité ». Donc, je mettrai le lien dans le pad, enfin plutôt dans le chat. Et donc, aujourd'hui, je fais partie de ce groupe accessibilité et je suis toujours amapien. Je suis amapien, maintenant non plus en région PACA, mais à Montmorency. Alors, pour commencer, je rappelle que les AMAP ont pratiquement 20 ans. C'est-à-dire, la première AMAP a été créée en février-mars 2001, la première distribution le 17 avril 2001. Donc, dans l'année prochaine, nous allons fêter les 20 ans des AMAP. Et je pense que c'est intéressant de prendre du recul et d'examiner ce que les AMAP ont apporté, à la fois sur le plan des circuits courts, sur le développement d'un commerce équitable nord-nord, sur l'agriculture durable et enfin sur l'exercice de la démocratie alimentaire. Donc, effectivement, la première AMAP, il faut se rappeler un petit peu le contexte dans lequel elle a été créée. Elle a été créée dans un contexte d'insécurité alimentaire. Rappelez-vous la crise de la vache folle qui a commencé, je crois, en 1996 et dont un des pics était également en 2000. Et donc, il y avait la volonté de citoyens de reprendre le pouvoir sur leur alimentation. Et c'est exactement ça ce qui s'est créé finalement pour la première AMAP. Et je pense qu'on est tout à fait cohérent à ce moment-là avec la définition de Tim Lang en 98, qui dit que les habitants reprennent la main sur leur système alimentaire. C'est bien ça ce qu'il y avait comme volonté. De ce point de vue-là, c'était aussi se mettre en alternative, créer un réseau en alternative à la grande distribution. Je rappelle le livre de Christian Jacquiot qui avait été publié en 2000 et qui s'appelait les coulisses de la grande distribution et qui a été, à mon avis, le premier à enquêter et à démontrer l'effet destructeur de la grande distribution, notamment sur l'agriculture, sur la santé, etc. Donc finalement, je pense qu'on a une certaine cohérence avec la définition qu'a donnée Dominique, c'est-à-dire que quand on a créé la première AMAP, c'est vraiment l'idée d'un collectif de citoyens qui souhaitent redevenir acteurs de leur propre consommation. D'ailleurs, on a repris le mot d'ailleurs qui avait été utilisé notamment par José Bové de consommateur. Et ce qui est assez surprenant et intéressant, c'est de voir l'essor très rapide des AMAP en France. En 2011, on comptait près de 1500 AMAP et donc environ 200 000 consommateurs. Aujourd'hui, nous avons à peu près plus de 2000 AMAP avec, je ne sais pas si c'est 300 000 consommateurs ou plus, mais on est toujours là, bien vivant, au bout de pratiquement 20 ans. Et je crois que ce qui est intéressant aussi à voir, c'est que le même phénomène se produit aujourd'hui pour les supermarchés coopératifs. C'est-à-dire que la Louve s'est créée à Paris en 2017 et on en a à peu près une dizaine en activité et une trentaine en projet. Alors, pour revenir à la démocratie alimentaire et les AMAP, pour les AMAP, en tout cas notre façon d'appréhender la démocratie alimentaire, c'est de s'inscrire dans une vision plus large. Et ça, c'est présent dans la charte des AMAP en 2003 et celle qui a été réactivée en 2014. D'une part, le soutien à une agriculture paysanne de proximité, socialement équitable et économiquement viable. Donc, je rappelle aussi qu'une grande partie des agriculteurs vivent sous le seuil de pauvreté. Un partenariat équitable, et ça c'est un terme important, entre agriculteurs et consommateurs, qui est caractérisé par un engagement réciproque qu'on connaît, c'est-à-dire les consommateurs s'engagent à acheter une part de la production de l'agriculteur sur une durée déterminée, de 6 mois ou d'1 an, et l'agriculteur s'engage à livrer des produits de qualité. Et puis, nous avons la notion d'une alimentation de qualité et accessible au plus grand nombre, et ça, c'est le principe 3 de notre charte. Et enfin, et ça, c'est un point que développera un peu plus Evelyne, c'est la participation active des citoyens consommateurs dans une démarche d'éducation populaire. Donc, pour revenir un petit peu à la charte, et ça, je crois
que c'est important, enfin plutôt à la démocratie alimentaire, je voudrais revenir sur le lien qu'on fait entre démocratie alimentaire et enjeux économiques, sanitaires, environnementaux et sociaux. Alors, cette question, ça a été un débat récurrent à la fois dans les AMAP, les supermarchés coopératifs, et dans d'autres initiatives. Elle s'est souvent traduite par un débat houleux et réducteur, bio, pas bio, etc. Alors d'ailleurs, c'est vraiment le même débat aujourd'hui qu'on a dans les supermarchés coopératifs. C'est des débats enflammés, explosifs. Alors, pour revenir un petit peu sur l'histoire des AMAP, il y avait pour certains, l'information, la transparence et la confiance suffisent à faire évoluer notre système alimentaire dans un sens vertueux, c'est-à-dire vers un système alimentaire durable. Et pour d'autres, il est essentiel d'ancrer la démocratie alimentaire dans un cadre clair, en se positionnant pour le soutien à l'agriculture paysanne avec des pratiques agroécologiques et en prenant une alimentation de qualité accessible. Je pense que ce débat est important. D'ailleurs, il nous a considérablement divisés. On a failli imploser dans les années 2000 parce que ce débat était récurrent. Alors, je reviens un petit peu sur ce lien entre démocratie alimentaire et les différents enjeux économiques, sanitaires, environnementaux et sociaux. Sur les enjeux économiques, ça concerne la juste répartition de la chaîne de valeur allant de la production vers la consommation en passant par la transformation et la distribution. Et c'est une des bases du commerce équitable. C'est aussi une des bases du partenariat qui existe entre les producteurs et les consommateurs dans les AMAP. Sur les enjeux environnementaux, évidemment, ils concernent toute la chaîne du système alimentaire, produire dans le respect de l'environnement de façon à maintenir un sol fertile, à économiser l'énergie, à respecter la qualité de l'air et de l'eau, à éliminer les intrants chimiques, etc. Bon, je ne vais pas détailler cette partie-là, mais je voudrais revenir sur les enjeux sociaux parce que c'est important. D'une part, ça concerne les agriculteurs qui sont souvent dans une situation sociale et économique extrêmement désespérée, mais ça concerne aussi le fait que des ouvriers agricoles qui travaillent dans les fermes travaillent dans le respect de certaines conditions sociales. Mais je pense que ça concerne également l'accès des personnes en situation de précarité aux AMAP. Et là, je pense qu'on a beaucoup de travail à faire. Parce que le principe 3 qu'on énonce dans la charte des AMAP, c'est un principe effectivement relativement théorique, c'est-à-dire l'accessibilité des AMAP à tous. Mais dans la pratique, on voit qu'effectivement, et c'est tout à fait la représentation que donnait Dominique, aujourd'hui, c'est plus on va dire les classes moyennes, ou en tout cas les personnes les plus conscientes, les personnes les plus formées, qui participent aux AMAP. Les efforts qu'on avait faits depuis les années 2010 pour intégrer des personnes en situation de précarité dans les AMAP ont été extrêmement complexes à réaliser et extrêmement limités. Aujourd'hui, par contre, et je pense qu'on pourra en reparler, il y a des expériences qui sont intéressantes, donc qui ont été initiées dans certaines villes, comme à Marseille, avec les paniers marseillais, où il y a une alliance entre les paniers marseillais et les secours populaires pour créer des paniers solidaires. Donc, voilà, c'est une intervention assez rapide. Je voudrais dire que sur ce chantier-là, c'est pour ça qu'on a, je veux dire que dans la dernière Assemblée générale de Miramap, on a l'accessibilité. C'est pour ça aussi qu'on a créé un groupe accessibilité et qu'on a voulu faire un cycle de formation sur cette question. Je pense qu'effectivement, on a beaucoup de travail à faire sur la question de l'accessibilité. Voilà. Merci Marc. Dominique, une réaction à ce qui a été dit. Et puis, n'hésitez pas tous à mettre parole si vous souhaitez prendre la parole sur le sujet dans le chat. Oui, je pense que c'est important de rappeler cette histoire-là parce que c'est clairement un mouvement comme les AMAP qui fait rentrer dans l'espace public la question de l'accès à l'alimentation. Alors évidemment, s'en empare plutôt la partie de la population qui a conscience de cette question-là. Bon, et c'est très bien, Marc, que tu rappelles les origines de cette première AMAP, parce que faut pas, ça ne part pas de n'importe où. Après, c'est pour ça que moi, je pense que, et en plus, sur ces 20 ans d'histoire, des expérimentations, des tentatives de la part des AMAP d'ouvrir la proposition vers des familles à petit budget, il y en a eu plein. Enfin, moi, j'en ai suivi pas mal. Et à chaque fois, on cogne sur le fait que ça ne marche pas
non pas pour la qualité des produits ou des choses comme ça, mais ça coince sur quelque chose de très précis, qui est en gros la question des régimes alimentaires. Ça, c'est une première chose. Bon, et puis, il ne faut pas oublier aussi qu'on est de plus en plus dans un discours autour de l'alimentation qui se fait sur sur un modèle hygiéniste, hein, c'est-à-dire du côté de la santé. Hein. Donc, à pousser aussi finalement les gens à consommer plus de fruits, de légumes et des choses comme ça, alors qu'on est sur des régimes alimentaires populaires qui s'inscrivent dans la durée et où la place des fruits et des légumes n'est pas aussi importante que ça. Donc, cette confrontation-là, on l'a très clairement autour des régimes alimentaires. Voilà. Donc, je pense que c'est quand même intéressant de prendre ça en acte. Quand tu parles des paniers marseillais, le travail qui est fait par les paniers marseillais, il est intéressant. Mais tu vois bien que ça passe parce que c'est le Secours populaire qui le met en place. Et derrière, il ne faut quand même pas non plus laisser les choses de côté. La solidarité, elle se met en place, certes, parce que les gens, ils ont envie d'être solidaires. Je ne dis pas le contraire. Mais je veux dire, il y a de la défiscalisation aussi dans le système. Donc, et ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire. Ce n'est pas ça ce que je veux dire. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on voit bien que ça surfe de toute façon sur les possibilités que nous donne le marché aujourd'hui. Voilà. Et je dis ça parce que derrière, je pense effectivement à notre projet de sécurité sociale de l'alimentation où les questions se posent autrement, hein, puisque ça partirait des besoins des personnes et du conventionnement des structures à partir de ça. Voilà. Alors, merci. Est-ce qu'il y a des personnes qui souhaitent prendre la parole? Personne n'a écrit parole dans le chat, mais peut-être que quelqu'un souhaite prendre la parole. Et bah, je sais s'il y en a qui osent pas, en tout cas, voilà, il y a dans le chat avant ce que j'avais pas pu partager. Il y a des personnes qui ont écrit quand même qu'il se passait des choses dans des AMAP qui pourraient être intéressantes à partager. Je ne sais pas, par exemple, Geneviève, tu Oui, parlais je voulais, pour revenir sur Panier Marseillais, ce que je voulais dire, sur Auvergne-Rhône-Alpes, on s'est inspiré de ce qui se faisait en créant une AMAP. Donc, Bénédicte a beaucoup œuvré là-dessus, sur une AMAP portée par le Secours populaire, mais vraiment par une démarche de création d'AMAP en impliquant les AMAPiens, des familles et des étudiants qui tout doucement, la première distribution a eu lieu il y a 15 jours, en plein Covid. Donc, ce n'est pas facile. Mais l'idée, c'est quand même, par rapport à ce qui se disait, c'est de ne pas forcément tomber dans… Enfin, ce n'est pas du don, puisque les personnes contribuent au financement du panier. Alors après, on a des financements métropoles, on a des financements à fonds de mutuelle. C'est vrai que derrière, il y a toujours une aide extérieure, mais doucement, c'est d'arriver à une participation. Et puis surtout, là, ça va peut-être faire une transition avec le point suivant. C'est aussi une manière de partager des recettes, d'aller visiter la ferme, de se rendre compte de comment le paysan, le producteur travaille, etc. Moi, j'ai assisté à une des distributions, Bénédicte qui va aussi. Au-delà du fait de se nourrir, il y a toute cette partie d'échange, de prendre en main un petit peu ce projet. Et l'idée, nous, notre grande idée, Bénédicte et moi, c'est que cette AMAP, enfin, on la lance, mais après, on n'y mettra plus, enfin, qu'elle soit vraiment faite et gérée par les familles du Secours populaire. On est là au début pour lancer, et puis après, je pense qu'on aura gagné si on se retire totalement. Voilà, enfin, c'est ce que je voulais partager comme expérience. Merci Geneviève. Et je vois du coup dans le chat, il y a Dani qui souhaite prendre la parole. Oui, bonjour à tout le monde et merci pour ces interventions, c'est vraiment super intéressant. Alors bon, moi je suis dans une AMAP vraiment en plein secteur rural, donc nous sommes très très peu nombreux. Et effectivement, des gens convaincus qu'il faut rapprocher consommateurs et petits producteurs
pour défendre un petit peu nos campagnes. Le problème, c'est que la pauvreté ici, dans les campagnes, on la voit très peu parce que les gens sont dans des situations d'isolement. Hein. La densité par habitant est très, très faible et voilà. Et je suis persuadée que beaucoup de gens vivent avec un minimum, vraiment un minimum. Et la question que je me posais, c'est comment rendre accessibles les bons produits que nous avons autour de nous à ces gens-là. Parce que je suis persuadée que la plupart de ces personnes vont au supermarché une fois par mois et vont acheter des produits de basse qualité et vont en faire appel peut-être à des aides sociales, etc. Et donc, je me posais la question de savoir comment une petite AMAP comme la nôtre pourrait éventuellement trouver des moyens pour travailler avec les communes ou avec les communautés de communes, ou je ne sais pas. Enfin bref, je ne sais pas si vous avez déjà des modèles dans vos têtes, vous qui avez plus d'expérience que moi sans doute. Mais voilà, c'est la question que je me pose. Et puis, je voulais aussi, j'ai entendu parler de personnes qui travaillent sur la sécurité alimentaire, justement, et qui parlent de chèques alimentaires, une somme qui serait remise pour que les gens puissent choisir au moins ce qu'ils veulent consommer. Voilà, c'est mes réflexions. Oui, eh bien, ouais. Moi, je pense que ce que disait Geneviève était super important. C'est-à-dire que moi, je crois que pour l'instant, enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je pose la question et c'est comme ça que dans le collectif démocratie alimentaire, on essaie d'envisager la suite, quoi. C'est-à-dire que on se dit que la subvention publique aujourd'hui, elle existe, elle est présente. Et bon, je vous disais, hein, la filière de l'aide alimentaire, c'est un peu plus d'1 milliard. Donc, ce n'est pas énorme à l'échelle de la France, on est bien d'accord, mais c'est quand même de la subvention. Et donc, nous, on pense qu'à chaque fois que c'est possible, il ne faut pas hésiter à demander du soutien public, privé, via des mutuelles, hein, ce que disait Geneviève tout à l'heure, pour finalement payer la différence entre ce que les gens peuvent mettre dans le panier et le prix réel du panier, quoi. Donc ça, moi, je crois que là-dessus, il ne faut pas se poser de questions, il faut le faire. Les caisses d'allocation familiale sont aussi des bons interlocuteurs sur des projets de cet ordre-là. Après, toutes les actions pédagogiques dont vous parlez, moi, j'ai participé à un programme qui a duré 5 ans, qui était le programme unitaire. Et dans ce programme unitaire, ce qu'on s'est rendu compte très, très vite, donc le programme, c'était utiliser la subvention de l'aide alimentaire pour acheter de la production maraîchère à des agriculteurs en précarité ou des agriculteurs en reconversion, hein, et mettre à disposition cette production-là dans des épiceries sociales. Et ce qu'on s'est rendu compte, nous, très vite, c'est que s'il n'y avait pas de travail pédagogique qui se mettait en place sur toute la chaîne, ce qu'on faisait, ça ne servait à rien. C'est-à-dire qu'on se rendait bien compte que les épiceries, a priori, elles n'avaient pas forcément envie de changer leur mode d'approvisionnement, qui est assez classique d'une épicerie. Et donc, ce travail, il s'est mis en place aussi. C'est-à-dire que, d'une part, pour les producteurs, pour les paysans, c'était intéressant de rencontrer cette population-là qui finalement est assez proche d'eux et qui ne connaissait pas du tout. Et on s'est rendu compte que si on n'expliquait pas aux bénévoles ce travail du maraîchage, etc., les bénévoles, ils n'avaient pas forcément de raison de faire ce type de commande, quoi. Et il y a tout le travail des visites à la ferme et des venues des paysans dans les épiceries, etc. Alors, ce que je peux vous dire, c'est que ça n'a pas forcément changé les pratiques alimentaires des gens. On ne change pas de régime alimentaire comme ça. Mais par contre, ça a permis de faire ce travail de reconnexion entre ce que les gens choisissaient et les conditions dans lesquelles c'était produit. D'ailleurs, c'est le côté quand même pédagogique très fort des AMAP. Hein. S'il y a vraiment quelque chose qui a permis de renouer ce lien entre ce qu'on mange et comment c'est produit, c'est quand même bien les systèmes d'AMAP.
Et ensuite, les circuits courts qui se sont installés de façon assez forte sur ce modèle-là. Bon, voilà, tout ça pour dire que ce travail-là, il est à faire, mais il est à faire à partir de la place où on est nous. Il n'est pas à faire dans un modèle descendant ou d'éducation des classes laborieuses sous prétexte que nous, on sait et eux, ils ne savent pas. Et ça, il faut le comprendre parce que le discours qui est construit sur le fait que les AMAP seraient pour les bobos et que ce n'est pas accessible aux autres gens, il est de ce ressort-là. Il a à voir avec cette histoire autour du mépris social, autour de ce qui nous est tous commun, qui est l'alimentation. Je veux dire, une partie, il faut quand même bien se dire que je veux dire, en France, on a connu la question de la faim jusqu'à la fin des années, alors bon, en gros le début des années 50. Alors moi, je suis pas jeune, j'ai pas connu la faim, mais par contre, je sais qu'elle était présente dans ma famille, cette histoire de la faim. Donc c'est pas si loin que ça, hein, mine de rien. C'est pas si loin que ça. Donc derrière ça, qu'est-ce qui s'est passé? L'ensemble des Français qui ont eu faim et qui étaient pleins de privations, ils ont accédé à pléthore d'alimentation. OK? Et donc, dans le cadre de ce modèle-là, au fur et à mesure que tu as une capacité d'ascension sociale ou de te faire reconnaître socialement, eh bien, ça se passe aussi par la façon dont tu manges. Et bon, par exemple, sur les ronds-points de Gilets jaunes, où l'alimentation était quand même extrêmement présente, hein, où on a vraiment essayé de mettre en place des ateliers de discussion là-dessus, bon, on n'y est pas vraiment arrivé. Hein. On n'y est pas vraiment arrivé. Et l'alimentation qui s'est partagée, c'est cette alimentation achetée à Carrefour, achetée à Lidl, etc. Hein. Donc, c'est 50, 60 ans de pratiques qui se sont construites en termes de culture populaire. Donc, et nous, on se ramène avec nos légumes et notre discours sur la reconnexion avec les producteurs et nos produits dits de bonne qualité, sans oublier tout le discours autour de quelque chose qu'on parle comme malbouffe, la disqualification qu'on fait de ces formes d'alimentation. Et derrière, on a 60% de la population, dont une partie de la population qui est sur des tout petits budgets. Donc, je veux dire, si on n'est pas conscient de ça, on ne peut pas comprendre pourquoi on n'avance pas. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles nous, on pense qu'il faut que ça passe par la question du droit. Hein. Parce que sinon on n'arrivera pas à faire bouger les choses. Hein. Et puis derrière, ça s'appuie quand même sur la puissance de l'agro-industrie hein, qui nous fait 50 000 propositions dès qu'il y a un segment de marché qui apparaît. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, hein, mais le Covid, ça a accéléré les choses. Hein. Il y a plein de supermarchés qui reprennent le vrac, le bio, l'accès, machin et tout le bazar. Hein. Bon. Je veux dire, j'ai tendance à dire, enfin je le dis souvent et je me fais généralement tomber dessus par les gens qui sont dans des démarches volontaires d'accès à une alimentation respectueuse. Et moi, je dis l'endroit le plus démocratique pour faire ses courses, c'est le supermarché. Hein. Je pense que ça permettra d'alimenter le débat de la deuxième partie. J'avais juste vu qu'il y avait au moins 3 autres demandes de prise de parole, et notamment donc, de Madame Gondol. Oui, bonsoir. Alors, d'une part, je voulais apporter un peu un témoignage, mais au démarrage, dire que je suis assez bousculée par votre intervention sur cette question de démocratie qui m'intéresse, qui me parle. Et je suis bousculée parce que je travaille à la Caisse d'allocation familiale. Durant le confinement, avec une collègue de Lille, nous avons mis en route au niveau national des expériences, d'une part pour répondre aux questions alimentaires qui se jouaient durant le confinement, d'une autre manière que par du secours financier, en sachant qu'on tentait justement les paniers solidaires, et on a tenté les paniers solidaires à plusieurs endroits. Ce que l'on a tenté de mettre en place sur l'Isère dans 2 expériences et qui arrive aujourd'hui sur une 2e forme de panier solidaire pour 2021. Et je pensais que être dans quelque chose d'assez démocratique aussi sur la question de la sécurité alimentaire. Et je me rends compte qu'avec votre présentation,
on a encore un peu de chemin à faire. Même si ces expériences peuvent avoir un intérêt, puisqu'on a pu toucher des familles en précarité importante et qui ont pu travailler en commun sur ces questions de partage de repas, sur les questions de cuisiner autrement. Et aujourd'hui, au moins sur un endroit, le groupe qui est parti avec ses paniers alimentaires a créé son AMAP et va être, avec de l'aide bien sûr, mais va pouvoir la gérer à partir de 2021 et y associer d'autres personnes de tous les habitants de la commune où elle se monte. Il me semblait que c'était bien une façon d'accéder autrement à la question alimentaire, de bousculer aussi le volet peut-être de l'aide alimentaire en secours par les institutions, ce que l'on sait faire, hein, donner des secours alimentaires, on le fait depuis longtemps dans le social et dans les institutions, et que ces secours-là vont directement dans les supermarchés et pas forcément sur de la bonne alimentation. Alors c'est peut-être très moral mon intervention, mais il me semble quand même qu'on a à aider des personnes aussi en précarité à se rapprocher d'un mouvement qui a mis peut-être du temps à se constituer à partir des AMAP notamment, et que le travail aussi des institutions serait que tout le monde puisse accéder à ces mouvements. Et aujourd'hui, on en est loin. Donc, c'était l'idée de ce que l'on voulait mettre en place et qu'on a mis en place pendant le Covid et qu'on va essayer de continuer, et aussi de raccrocher les gens au territoire dans lequel ils vivent. Et là, on a vu par cette expérience de quelques mois que beaucoup de personnes sont très loin de connaître le territoire où ils vivent. Et ils arrivent à connaître des fois le bâtiment, le quartier, mais l'agriculteur qui n'est pas très loin, eh bien, ils ne le connaissent pas. Et c'est pareil du côté des agriculteurs. Donc ce rapprochement a été quand même quelque chose de positif, nous semble-t-il, même si je suis prête, moi, de mon côté, à réfléchir à cette question de qu'est-ce que serait une sécurité alimentaire. Voilà, je trouve qu'on a certainement encore à avancer, mais il y a des expériences qui me semblent quand même positives. Voilà. C'est une toute petite expérience. Il y a encore 2 personnes qui souhaitaient intervenir au moins avant qu'on passe au deuxième temps, qui sera à mon avis très complémentaire, puisqu'on souhaitait parler de la question de l'éducation populaire et des AMAP. Donc, je pense qu'il y a tout un tas de questions qui s'y recouperont. Du coup, il y avait Marc qui souhaitait faire une intervention par rapport au chèque alimentaire. Il nous reste que quelques minutes sur ce sujet, alors essayons d'être brefs pour laisser la parole à tout le monde. Et puis, il y avait ensuite Marie-Noël. Très rapidement, sur les AMAP, bon, moi, ça fait pas mal de temps que je suis des expériences, effectivement, d'accès des personnes en situation de précarité dans les AMAP. Je pense qu'il y a 3 principes qui sont importants. C'est d'une part d'agir en proximité des habitants. Le deuxième principe aussi, c'est faire avec les habitants, c'est-à-dire ne pas intégrer des personnes, mais monter le projet avec eux. Ça me paraît essentiel. Et le troisième, c'est effectivement les faire participer à ces actions. Et je pense que c'est le modèle qu'a pris. Je pense qu'il y en a un quatrième aussi, c'est de faire alliance avec une association qui travaille avec des publics précaires. C'est ce qui a été fait finalement, c'est le principe qui a conduit Marseille, les paniers marseillais. Et je pense que c'est aussi sur le même modèle que les AMAP solidaires se créent en région Rhône-Alpes. Voilà, ça c'est le premier point. Le deuxième point, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a des modèles comme les paniers solidaires qui ont été lancés par les jardins de Cocagne, qui sont financés en fait par 3 sources. Une première source qui est l'État, en gros à un tiers du coût des paniers. Une seconde source, en général, c'est des collectivités locales, enfin des partenaires de proximité, ça peut être aussi la CAF. Et puis une troisième source, en général, les consommateurs. Ça me paraît être un modèle intéressant. Il y a aussi une autre proposition dont il faudra peut-être se saisir. C'est une proposition qui a été réalisée par la Convention citoyenne. C'est de faire des chèques alimentaires pour accéder à des produits de qualité. Évidemment, c'est une proposition qui n'est pas encore en application,
mais qui peut être intéressante à développer. Voilà. Merci Marc. Et puis il y avait Marie-Noël aussi qui souhaitait intervenir. Oui, donc moi en fait, j'interviens au niveau du Secours catholique. Je suis animatrice salariée sur Perpignan, donc un département très riche au niveau agricole. Et bon, enfin, ce que je vais dire rejoint ce qui a été dit dernièrement, justement, c'est sur travailler autour du pouvoir d'agir des personnes. Là, on est en train, nous, d'expérimenter la mise en place de paniers solidaires. Donc, on voudrait l'ouvrir à tout public et on voudrait aussi, dans ce cadre-là, utiliser, entre guillemets, l'argent public qui est actuellement versé, c'est vrai, par rapport au public en difficulté suite au confinement. Parce que nous, notre préoccupation, c'est aussi les personnes qui sont nouvellement impactées par les problèmes de chômage, etc., les étudiants. Voilà, il y a toute une nouvelle population qui arrive et qui peut-être vit avec beaucoup de difficultés et je dirais, d'angoisse, etc., ces problèmes financiers et qui ont peut-être aussi quand même malgré tout, plus eu l'occasion de pouvoir participer ou à des AMAP ou aller vers des agriculteurs bio, etc. Et ce qu'on se disait, c'était que de pouvoir permettre à des publics qui ont déjà un peu l'habitude de ce circuit-là et des publics qui n'en ont pas du tout l'habitude de se rencontrer et d'avoir accès à des paniers solidaires, ça peut-être faire évoluer les mentalités parce que je suis d'accord, tout à fait d'accord sur l'histoire que ce qui est important, c'est de faire évoluer les mentalités. Je suis d'accord avec l'analyse de Madame Paturel qui explique effectivement l'état d'esprit des bénévoles, l'état d'esprit de beaucoup de personnes qui disent les gens n'ont pas à manger, mais bon, s'ils n'ont pas d'argent, c'est parce qu'ils ont des incapacités, etc. Ça, c'est vraiment terrible et il faut vraiment lutter contre ça. Et c'est un travail vraiment de longue haleine. Et ce que vous disiez aussi tout à l'heure, monsieur, enfin c'est juste Marc, je crois, qui a pris la parole juste avant moi, c'est effectivement que les projets doivent être mis en place avec les personnes. Nous, on a une petite équipe dans un quartier, avec les habitants du quartier, et c'est avec eux qu'on voudrait travailler sur ce projet de panier solidaire. Donc, il n'y a pas simplement, en plus de l'accès à une alimentation de qualité pour tous, il y a aussi comment, au travers de cette activité-là, on s'organise ensemble, on met en place des groupements d'achat, comment on peut effectivement aller rencontrer un monde des agriculteurs, des producteurs que l'on ne connaît pas, et comment on peut travailler sur l'évolution de la mentalité pour les uns et pour les autres. Voilà. Donc, voilà, j'étais très intéressée par ce qu'on disait sur les groupements d'achat et effectivement, peut-être au sein d'épiceries solidaires, parce que nous, on a une épicerie solidaire aussi, travailler avec les producteurs locaux pour que les personnes puissent accéder dans l'épicerie solidaire à des produits, des fruits et légumes de qualité, parce que pour le moment, on travaille avec un chantier d'insertion, mais qui est dépendant du Grand Saint-Charles de Perpignan, où il y a aussi où on retrouve aussi tout ce qui n'est pas utilisé ou rejeté par les producteurs, les gros producteurs. Voilà, c'est un peu confus, mais voilà, enfin, je pense qu'il y a effectivement beaucoup de choses à inventer, à expérimenter et sortir effectivement de cette logique d'aide alimentaire et que les personnes aussi comprennent que c'est possible, les personnes concernées, qu'elles comprennent aussi que c'est possible. Parce qu'elles ont aussi on leur a donné cette habitude-là, et c'est aussi une habitude qui est difficile à oublier. Voilà. Alors, merci beaucoup. Dominique, si tu... Oui, je voudrais juste dire une petite chose, c'est que moi, je crois sincèrement que toutes les initiatives, toutes les expériences, quelles qu'elles soient, autour de l'accès à l'alimentation, à partir du moment où elles sont conscientisées un peu à partir de tout ce que vous avez dit là, aujourd'hui, elles sont extrêmement importantes
pour pouvoir faire avancer la question de l'accessibilité. C'est vrai que la question du droit est fondamentale et j'espère bien qu'on va arriver à mettre en route des rapports de force de ce côté-là. Mais visiblement, ça ne va pas venir tout de suite. Donc, s'il n'y a pas de l'autre côté des citoyens qui se mobilisent ensemble pour essayer des choses, eh bien, c'est sûr que ça sera plus compliqué à faire bouger. Donc, quelles que soient les initiatives que vous mettez en place, comme celle dont vous avez parlé là, à partir du travail que vous avez fait avec la CAF ou ce que vous venez de dire sur Perpignan, c'est super important que ça existe. Merci beaucoup. Alors, je vois qu'il y a encore des personnes qui souhaitent prendre la parole, notamment Gwen qui est au téléphone. Si ça va, Gwen, de prendre la parole juste sur le deuxième temps pour qu'on puisse comment dire, partir sur la question de l'éducation populaire. Oui, Pardon. parce que du coup, le deuxième sujet sur lequel on voulait revenir, c'était sur la question de l'éducation populaire en AMAP et de ce que les AMAP ont pu apporter aussi dans la conscientisation des citoyens et du fait de les faire passer du statut simplement de consommateurs à citoyens sur la question de l'alimentation et de l'agriculture. Et donc, je pense que si ça te va, Gwen, d'intervenir plutôt après sur ce sujet-là aussi? Non. Non? Allez. Non. Alors, vas-y tout de suite. C'est pas en lien avec l'éducation populaire. Donc, D'accord. Et ben alors, si tu veux intervenir rapidement avant qu'on passe au sujet suivant. Ok. Moi, je me posais la question de... En fait, on a eu pas mal d'exemples d'expérimentation de solidarité pour accéder à l'alimentation. Moi, je me posais la question de à quelle échelle faut-il intervenir parce qu'on voit qu'il est question d'intervenir à l'échelle de la PAC, il est question d'intervenir à l'échelle jusqu'à l'échelle de nos petites AMAP. Et donc auquel je rajouterais aussi intervenir à l'échelle des règles économiques dans lesquelles on fonctionne. Donc, ça, c'était ma première question. À quelle échelle faut-il intervenir que je peux poser autant à Dominique qu'à tous les autres adhérents et paysans en AMAP. Hein. Et la deuxième aussi, c'est finalement ma deuxième question, c'est quelle est la place quelle est notre place en tant qu'AMAP dans tout ça. En fait, moi je suis paysan en AMAP. Ça fait longtemps que ça me pèse d'avoir des légumes et de ne pas en faire profiter tout le monde. À un moment donné, on se rend compte qu'on ne peut pas donner sans fin. Vient la question de structurer ça avec tout le réseau de notre AMAP et l'aide des réseaux régionaux. Et donc je me pose, et du coup je me dis en fait finalement est-ce que c'est pas aux paysans seuls de porter tout seul, mais est-ce que c'est aussi à l'AMAP seul de porter tout ça? Donc ça me pose la question de vraiment est-ce que vraiment il faut intervenir en fait ou pas, avec le risque derrière de toujours décliner des formes de solidarité et puis de poursuivre finalement cet aspect caritatif et de dépendance, de rendre les personnes dites pauvres toujours dépendantes d'autres pour pouvoir s'alimenter correctement en fait. Clairement derrière je vise une remise en question des règles économiques et remet en question la place des AMAP dans tout ça. Voilà, j'ai terminé. Merci beaucoup. Donc, ça pose plein d'autres questions. Est-ce que je dis 2-3 choses ou non? 2-3 choses en 1 minute. 2-3 choses en 1 minute. Elle est extrêmement importante, cette question. Et donc, je vous parlerai juste à la fin de l'ouvrage qu'on vient de terminer sur le droit à l'alimentation qu'on qualifie de durable. Et ce n'est pas pour des prunes qu'on le qualifie de durable. C'est que le problème majeur qu'on a, c'est que l'alimentation, les produits alimentaires, c'est une marchandise comme une autre. Donc, les règles économiques qui s'appliquent sont les règles du commerce international. Et c'est ça, d'ailleurs, qui fait qu'on est dépossédé, finalement, d'un point de vue démocratique, des conditions d'accès à l'alimentation. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles il y a la bagarre pour le droit à l'alimentation durable en France, c'est super important. Hein. Si un pays comme la France arrive à positionner cet accès à l'alimentation en termes de droit, c'est un peu différent. Mais c'est vrai aussi qu'on ne peut pas
simplement poser la question à notre petite échelle, c'est-à-dire celle de la map, celle du quartier, celle de la ville, etc. Les questions d'intervention sont aussi à réfléchir de ce point de vue systémique que j'évoquais tout à l'heure. Et par exemple, pour moi, ce travail à l'échelle d'une initiative qui se ferait dans la communauté de communes dans laquelle j'habite, je ne le pense pas sans, d'une part, ce qui se passe avec les autres communautés de communes autour, comment ça fonctionne avec l'île et surtout avec les autres pays européens. C'est-à-dire qu'il ne faut pas s'imaginer qu'on va résoudre nos questions d'accessibilité chacun dans nos AMAP à l'échelle de nos territoires, hein. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on avance sur ces questions-là, d'une façon ou d'une autre, il faut qu'on transporte ces questions d'échelle. Voilà, c'est-à-dire qu'on ne peut pas segmenter la question. Si on la segmente, on va faire ce qu'on fait, d'une part, tous les mouvements alternatifs depuis 40 ans, et voilà où on en est, et d'autre part, il y a un rapport de force qui existe à l'échelle internationale dans lequel ce n'est pas nous, avec nos petits bras, qui allons pouvoir gagner. Donc, il faut prendre une autre stratégie, qui est celle d'y rentrer et par l'expérimentation et par la bataille sur le droit à l'alimentation et par exemple au niveau européen sur la bagarre qu'un certain nombre d'entre nous sommes en train de mener sur le fait d'avoir une politique alimentaire européenne. Merci beaucoup. Alors maintenant, comme on a un petit peu débordé sur le premier temps, mais parce qu'il y avait beaucoup d'échanges et que c'est très riche, on propose de passer sur le second temps avec une intervention d'Evelyne, sachant qu'on sera plus prompt sur les interventions des uns et des autres pour essayer de terminer vers 20h20, d'avoir le temps d'une petite conclusion et de ne pas finir en retard. Voilà, donc Evelyne, à toi la parole. Oui, bonjour. J'avais tout à l'heure des problèmes de connexion, j'espère que c'est résolu. Bon, voilà. Alors, moi, je suis amapienne dans le 15e, je suis de Paris. Je suis administratrice du réseau AMAP Île-de-France depuis une dizaine d'années à peu près, et aussi au Miramas. Je ne suis pas chercheuse et tout ça. Mais ça va rien, j'ai une grande expérience de terrain. Donc, je vais vous parler d'éducation populaire en AMAP. C'est le troisième principe de toute manière, non, c'est le quatrième principe de la charte, d'être un mouvement de l'éducation populaire. Et le but du jeu, c'est quand même de transformer des gens qui viennent pour un acte d'achat ou pour un acte de se nourrir en citoyens conscients des enjeux de l'agriculture et de l'alimentation. L'alimentation, les gens n'ont pas toujours conscience qu'ils sont totalement prisonniers dans leur alimentation de la grande distribution et encore moins conscients qu'ils sont complètement prisonniers de l'agriculture industrielle. Mais petit à petit, ça vient. Parce qu'on fait depuis beaucoup de débats, on fait passer des films, on fait, etc. On fait beaucoup de formations. Par exemple, ce cycle de webconférences, en fait, c'est un échange, mais c'est aussi une formation. On doit approfondir notre réflexion sur le problème de l'accessibilité à tous de notre… Enfin, moi, je ne dis jamais qu'on est un modèle, qu'on n'est pas un modèle, on est une expérience. Donc, on est complètement évolutif. Et voilà. On partage beaucoup donc, nos savoirs. Rendre les gens citoyens, c'est déjà les rendre acteurs de leur vie. Donc déjà, on leur dit, il faut distribuer dans les AMAP, il faut décharger le camion, il faut aller donner des coups de main à la ferme, il faut être actif, on n'est pas dans un magasin, on rentre dans une association et petit à petit, les gens font leur chemin. C'est aussi, quand on est AMAPien, on est loin de l'acte d'achat, ni de la commande ponctuelle, ni de l'achat compulsif, parce que notre souci premier, c'est la pérennité de la ferme. Et c'est la pérennité de notre groupe. Pour que la ferme et que notre rapport à la ferme et notre partenariat, notre contrat, notre contractualisation dure, il faut que notre groupe y dure. Donc, il faut que là-dedans, les gens restent, ça soit démocratique, agréable, convivial, enfin, des relations humaines. Voilà, le groupe doit être pérenne, c'est important. Ce qui est très important, c'est de voir le paysan chaque semaine. Ça, c'est la base de l'éducation populaire qui nous explique à quel point il se plaint tout le temps. Un jour, il fait trop chaud, après, il y a trop d'eau, après, il y a des aléas, après, il y a des bestioles, après, il y a des campagnols, après, il y a des insectes. Enfin, voilà. Et nous,
tout ça, ça débarque en même temps que les produits dans nos assiettes. Et c'est très formateur. D'aller dans la ferme aussi, passer une journée à désherber les carottes, on comprend ce que c'est d'abord qu'une carotte, et puis en plus, on comprend ce que c'est que le travail. Et ça donne beaucoup de valeur au travail paysan. Il y a ça. Donc, tout ce cheminement qu'on a dans nos AMAP, ça transforme quelque part notre rapport à l'alimentation, à la nôtre, et à l'alimentation en général. Et ça transforme notre rapport, nos habitudes alimentaires. Il y a un gros problème qui est débattu souvent quand on parle de sécurité sociale alimentaire ou d'ATD Carmonde, c'est le choix de l'alimentation. En fait, dans les AMAP, nous, on a choisi de ne... Puisque ce n'est pas un acte d'achat, c'est un acte qui rentre dans la chaîne complète de l'agriculture à l'alimentation, on a choisi de prendre ce qui poussait dans notre région, dans la saison, et des fois, on ne sait pas faire avec ces légumes-là, et puis des fois, on a trop de choses, voilà, on ne sait pas toujours gérer ça, et on apprend, on est toujours en train d'apprendre, en échangeant, etc. Cette éducation populaire, ça nous a transformés, ça a changé nos rapports avec les paysans. Ça a changé un petit peu la société, même si sur le plan économique, je crois qu'on fait 3% des échanges économiques. Je pense que sur le plan culturel, on a changé des choses. On a amené les citoyens dans le grand système de l'agriculture. Et maintenant, même la conf, qui nous méprisait un petit peu, on est quand même des alternatives, des bobos, etc., nous reconnaît. Et la crise sanitaire, ça nous a aussi, ça a augmenté énormément notre reconnaissance en tant que système. Et nous, on rêve, on a fait une vision, on rêve qu'en 2025, là on est utopiste, hein, les gens aient renoncé au consumérisme, on rêve que nos paysans soient nombreux et heureux, que nos campagnes soient vivantes, enfin, on a des rêves. Donc, est-ce que tout ce qu'on a fait comme transformation de nous, de notre alimentation, de nos groupes, de notre vie sociale, on fait du plaidoyer aussi dans les régions, on fait du plaidoyer aussi au ministère quand ils nous invitent, on fait du plaidoyer partout, entre toutes nos activités, est-ce qu'on a suffisamment de poids pour amener une transformation sociétale plus profonde? Par exemple, est-ce qu'on a assez de poids? Ça, je crois. Enfin bon, je sais rien, on verra peut-être à la fin du cycle, de poids pour faire quelque chose contre les inégalités alimentaires. Je ne suis pas sûre, on va voir, je ne sais pas. Voilà, je pense que aussi, moi perso, que les AMAP sont dans un écosystème, qu'à côté des AMAP, il y a les magasins de producteurs, il y a les magasins à la ferme, il y a plein de petites solutions autour de nous qui font que peut-être tous ces mouvements-là, on peut quand même infléchir des choses. Et c'est ce que je souhaite, quoi. Donc, je ne sais pas, est-ce que l'éducation populaire vous a suffisamment transformé? Est-ce qu'elle est capable de transformer davantage la société et de remédier aux inégalités? Je vous pose la question. Merci Evelyne. Comme il nous reste peu de temps, s'il y a quand même une ou deux personnes qui veulent prendre la parole, n'hésitez pas à vous faire connaître. Notamment peut-être pour faire le lien aussi avec ce qui avait été dit tout à l'heure sur la question que il y avait un peu le côté alimentation durable versus malbouffe. Et là, en fait, dans les AMAP, on a cette éducation populaire qui fait que on peut passer aussi de l'un à l'autre. En fait, on était tous peut-être avant des amateurs de malbouffe, si on peut la qualifier comme telle. Je vois qu'il y a Eric qui veut prendre la parole. Vas-y, Eric. Oui, bonjour à tous. Donc, Eric des Hauts-de-France. C'est parce que je suis effectivement très sensible à ce qu'a renvoyé Dominique Paturel sur le droit à l'alimentation. Donc, pour éviter effectivement le piège du recyclage par la filière alimentaire des produits qui sont issus du système agro-industriel, ou de fait, ça fait partie du cycle que de donner les produits en surplus ou qui ne sont pas vendus. Comment est-ce que la SSA, qui elle s'inscrit dans le droit, et ça je pense que c'est un argument terrible et très fort,
mais comment la SSA va pouvoir garantir, comment si j'ai bien compris, les agences locales pourront garantir une alimentation de qualité et qui est issue de produits où les enjeux économiques, sanitaires, sociaux, environnementaux sont établis. C'était ça mon questionnement. Merci. Dominique ? Oui, c'est sûr que ça, c'est une question importante. Dans la façon dont la sécurité sociale de l'alimentation se réfléchit, donc elle s'appuie sur 2 piliers, un pilier qui est de démocratie économique et un pilier qui est la démocratie sociale, dans laquelle la question du droit est super importante. La proposition qu'on fait, c'est de s'appuyer sur le modèle du régime général de la sécurité sociale avant 67, c'est-à-dire avant les premières réformes qui vont transformer la sécurité sociale pour ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Et l'idée, c'est bien de conventionner des producteurs et des productions, des transformateurs et des produits transformés, des distributeurs, etc. Et tout l'enjeu démocratique, ça va être celui-là d'ailleurs, ça va être de savoir sur quels critères on conventionne ou on ne conventionne pas. Voilà. Et donc, il est bien évident que en tout cas, tous les gens qui sont autour de la table pour travailler sur cette idée de sécurité sociale de l'alimentation, tout le monde est engagé sur l'agriculture paysanne. Donc, il ne sera pas question de conventionner sur des productions qui mettraient en cause la réflexion qu'on engage avec la sécurité sociale de l'alimentation autour des questions démocratiques, mais aussi autour des questions de transformation écologique. Parce que ces leviers, ces outils autour de l'alimentation participent à ce projet de transformation écologique. Voilà. Alors après, pour l'instant, ça fait partie des questions qui sont posées de façon un peu globale. Moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est comment on fait aujourd'hui. C'est-à-dire comment on réfléchit à des dispositifs qui vont vers cette sécurité sociale. Donc, comment les questions que vous posez, on peut la remettre au débat aujourd'hui dans les questions d'accès à l'alimentation et en particulier du côté de l'aide alimentaire. Voilà. Si je peux me permettre juste de dire un tout petit truc par rapport à l'intervention d'Evelyne que moi, je trouve vraiment, vraiment fondamentale. Parce que je pense qu'effectivement, vous avez complètement raison, c'est bien dans cet apprentissage ensemble de la réalité, d'une part du travail paysan, parce qu'il faut quand même bien se dire que pour plein de gens, il y a un imaginaire autour du petit paysan, etc. Et je pense qu'il n'y a pas grand monde qui est vraiment conscient de ce que c'est. Alors souvent, dans les représentations, et en particulier du côté des AMAP, on a souvent l'idée du maraîchage. Mais il n'y a pas que les maraîchers, hein, il y a aussi tous les autres types de production. Et je crois que vous avez raison, il n'y a pas mieux pour faire avancer la question que l'apprentissage ensemble de qu'est-ce que c'est que ça et de comment on fait le choix d'accéder à des produits alimentaires. Pour moi, c'est vraiment une base extrêmement importante et il ne faut pas faire comme si on pouvait se passer de ça. Merci Dominique. Geneviève, tu voulais prendre la parole? Oh non, c'était juste pour répondre à Eric, mais Dominique a très bien répondu. C'est vrai que le Miramap fait partie du groupe de travail autour de l'USSA. Donc, je pense que sur ces questions, effectivement, de conventionnement, il y aura voilà, forcément une oreille très attentive à la qualité. Mais Dominique, tu as répondu parfaitement. Et c'est vrai que si on revient sur alimentation durable, ce que tu disais très bien aussi, c'est que, personnellement, je ne peux pas le déconnecter de la préservation de l'environnement, de la viabilité économique du système. Il ne faut quand même pas le perdre de vue. Et puis de toujours respecter tout ce qui est quand on parle de développement durable, des conditions de travail et du respect des conditions de travail et humaines sur l'intégralité de la chaîne. Voilà. Parce que du bio, on peut en avoir à bas prix. On ne voit pas un peu comment il a été produit, sur comment les paysans ont été rémunérés, etc. C'est pour ça que j'insiste toujours sur parler plutôt de la bio, qui va être hyper vigilante sur voilà, toutes ces questions, comment on les aborde sur l'ensemble du système, le système dont parlait Dominique en début d'intervention, qui me semble très important, le système alimentaire.
Ouais, Voilà, c'est une intervention. Ouais, c'est important que tu rappelles ça. Moi, je voudrais aussi juste attirer votre attention sur quelque chose, puisqu'on est dans une période où, bon, qui est aussi celle de présenter l'économie sociale et solidaire comme un peu la réponse. Par exemple, aujourd'hui, sur ces histoires d'accès à l'alimentation, quand même, on nous propose beaucoup, beaucoup de choses sur le modèle du travail en insertion, avec ce discours qui consiste à dire qu'on va travailler avec des gens qui sont éloignés de l'emploi et qu'on va les ramener vers l'emploi. Quand on connaît l'état du marché du travail, c'est quand même incroyable de continuer à avoir une argumentation comme ça. Et je rappelle que là, on a toute une catégorie de salariés qui sont quand même payés pas forcément très, très bien, quoi. Et on a aussi, autour de l'alimentation, pas mal d'entreprises d'insertion qui n'ont pas le choix en termes de modèle économique que celui d'aller vers une proposition industrielle. Voilà, et qui ne peuvent pas se resituer sur des propositions plus artisanales. Et donc, derrière, il y a des questions de rendement, il y a des questions de production qui sont posées à peu près dans les mêmes termes que ce que nous pose, que ce que pose le système productiviste. Ce n'est pas parce qu'on est dans l'ESS et qu'on est avec des entreprises d'insertion qu'on fait très différent sur les modèles qu'il y a derrière que le système agro-industriel. Alors, il est 20h21. Je vois qu'il n'y a pas de demande de parole supplémentaire et du coup, on va en profiter pour conclure cette séance de 2 heures. S'il y a d'autres questions, oui. Je voudrais quand même pas qu'on conclue sur l'idée que l'ESS, ça soit uniquement l'insertion par l'activité économique. Je veux dire, les AMAP font partie de l'ESS et il y a des nouvelles formes d'emploi, des entreprises qui réfléchissent à la façon dont on peut travailler autrement. Donc, l'économie sociale et solidaire, ce n'est pas forcément les modèles dominants du système capitaliste. Il y a quand même beaucoup d'innovations qui existent. Voilà. Mais ça sera un autre débat. Donc. Notamment aussi sur les scopes, etc. Du coup, on va peut-être conclure, même s'il y a sûrement encore plein d'autres questions qui viennent. Il y aura d'autres espaces d'échange pour en discuter et du coup, Noémie va vous présenter ça. À toi, Noémie. Eh ben, je voulais proposer à Dominique de faire une petite conclusion et peut-être de nous présenter l'ouvrage qu'elle a coécrit ou en tout cas coordonné. Peut-être qu'ensuite on parlera un peu des suites. Voilà. Donc nous, on a un ouvrage qui vient juste de sortir, qui s'appelle « Le droit à l'alimentation durable en démocratie » et qui est le travail qui a été fait dans le cadre d'un séminaire qui s'appelait Démocratie alimentaire, qui s'est déroulé sur un peu plus de 18 mois, avec tout un tas de gens différents. Bon, et cet ouvrage, en tout cas, dedans, il y a un certain nombre d'ouvertures qui peuvent se faire. Et en particulier, il met à jour de façon très nette et très claire que le droit à l'alimentation n'est pas du tout respecté en France et que le gros problème majeur et le défi qui nous attend sur cette question du droit à l'alimentation, c'est d'essayer de désencastrer cette question-là du droit à l'alimentation qui aujourd'hui est essentiellement parlé du côté des droits humains et le droit à l'alimentation tel qu'il est mis en avant du côté des droits humains et quelque chose qui ne pose pas la question du statut des produits alimentaires, ce que nous, on essaie de faire dans cette question-là, c'est-à-dire que nous, on dit que ce droit à l'alimentation durable, il n'a de sens que si on remet en question la place des marchandises qui nous sont nécessaires pour manger. Et derrière, évidemment, ça s'appuie sur la vision systémique dont je vous ai parlé. Et bien évidemment, on fait dedans aussi une petite analyse sur la situation de la précarité. Et puis, un petit article que j'ai écrit qui est petit, mais qui est assez important, qui est que quand même, autour de ces histoires d'alimentation, dès qu'il s'agit de rentrer, non pas sur la question politique, mais sur la question de comment on fait, les questions d'accessibilité, etc., on est beaucoup de femmes. Et que la question du genre serait franchement à poser dans ces questions autour de l'alimentation.
et que ça serait super important d'arriver aussi à rappeler que la question de l'alimentation, si on veut la politiser, l'enjeu, c'est aussi de le politiser à travers la place des femmes. Voilà. Merci. Et juste, dernier petit truc, le bouquin est en accès numérique sur le site de l'éditeur. Et entre parenthèses, c'est un bouquin qui a été fait en circuit court, puisqu'il est dans une maison d'édition qui est sur Nîmes et que nous, on est à Montpellier. Eh bien, merci Dominique, à la fois pour son intervention et puis pour cette très belle conclusion. Je crois qu'il n'y a pas besoin d'en rajouter plus. Cette ouverture aussi sur la question du genre au sein des AMAP et de nos réseaux et autour des questions alimentaires, ça ouvrira sûrement des perspectives pour la suite de notre cycle. Je voulais vous dire quelques petites choses, que donc il va y avoir un enregistrement de cet atelier. Si jamais vous souhaitez, donc il sera partagé avec les personnes qui étaient présentes. Donc n'hésitez pas à le partager aussi autour de vous. Ensuite, je voulais vous dire que c'est le deuxième atelier et qu'il va y en avoir plusieurs autres. Le prochain aura lieu le mercredi 6 janvier. Et ensuite, je voulais vous dire que c'est aussi un travail on démarre un travail de capitalisation. Donc, il va y avoir aussi dans les temps qui viennent des articles, potentiellement d'autres outils de partage de ce qu'on est en train d'accumuler aussi comme savoir au cours de ce cycle. Donc, n'hésitez pas aussi à jeter un œil dans les différentes lettres d'infos des différents réseaux. On commence déjà à partager ce qu'on est en train d'apprendre. Et puis enfin, si jamais vous souhaitez suivre nos échanges, il y a une liste d'échanges mail à laquelle vous pouvez vous joindre et qui, du coup, sur laquelle on échange sur les questions d'accessibilité à l'alimentation au sein des AMAP. Merci à tous les participantes et participants, merci aux co-animateurs et co-animatrices et merci encore Dominique, à toi pour ton intervention. Merci beaucoup de cette invitation. C'était vraiment bien intéressant de discuter avec vous ce soir. Et on ne manquera pas de te tenir au courant, en tout cas. Oui, avec grand plaisir. Avec grand plaisir. À bientôt, bonne soirée. À bientôt. Merci beaucoup.